Merci beaucoup, merci aux organisateurs pour leur invitation et bravo pour ce congrès. Et donc on va parler un petit peu de pédagogie et de simulation pour l'apprentissage en arthroscopie. Alors vous le savez, l'apprentissage de la chirurgie, c'est la combinaison d'une formation académique et d'une formation pratique qui, depuis de nombreux siècles, a été réalisée sous forme de compagnonnage avec une validation progressive des acquis par un maître. Et la question qui se pose actuellement avec le développement des nouvelles technologies, c'est est-ce que nous avons des possibilités techniques de former nos étudiants de manière différente afin de les mettre en responsabilité dans une situation où ils sont en sécurité. Alors les difficultés que nous avons actuellement pour former les étudiants, ils sont nombreux, puisque vous savez que maintenant un étudiant a beaucoup moins de temps de disponibilité au bloc opératoire. Il y a par ailleurs une difficulté d'accès aux dons du corps, et donc la formation sur sujet anatomique est assez complexe. Par ailleurs, il y a un souhait très important d'améliorer la sécurité du patient, la qualité de vie du chirurgien, et par ailleurs, l'augmentation du risque médico-légal est très important, ce qui n'aide pas pour pouvoir former en compagnonnage nos jeunes étudiants au bloc opératoire. La chirurgie ligamentaire et méniscale, c'est une chirurgie qui est difficile pour apprendre aux étudiants, avec une formation théorique qui nécessite des connaissances en anatomie arthroscopique, la connaissance des lésions et des techniques de réparation. Et puis, il y a aussi une particularité sur les compétences techniques chirurgicales, de triangulation, de connaissance du fort oblique et puis de dextérité. Et puis ensuite, dans un second temps, de manipulation dans un espace tridimensionnel qui est répété sur une image bidimensionnelle. Alors le collège de chirurgie orthopédique avait mis en place une maquette depuis de nombreuses années avec l'identification de différentes phases de formation, notamment pour l'arthroscopie sous forme de simulation, avec une phase socle, une phase d'approfondissement. Et l'idée, c'est de vous présenter les différents modules qui nous permettent actuellement de former les étudiants et de ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Actuellement, en termes de simulation, on a bien sûr les sujets animaux. Ça, c'est typiquement ce qu'on peut utiliser pour former les étudiants pour le DU de microchirurgie ou la chirurgie de la main. Et puis, nous avons aussi les sujets anatomiques, donc on a soulevé les problématiques actuelles. Et il existe des grosses problématiques qui sont actuellement les simulateurs synthétiques et les simulateurs de réalité virtuelle que je vais vous représenter. Alors les simulateurs synthétiques, ce sont des outils qui ont été développés pour qu'ils soient le plus proches de la réalité. Ça peut être en conditions sèches ou humides, avec des systèmes de boîtes, de box ou de modèles articulaires qui sont là pour le coup soit spécifiques d'un malade si on veut faire de l'apprentissage sur mesure, ou alors à grande échelle, que vous pouvez le voir sur des apprentissages de minisectomie. Alors l'ESCA avait bien montré que c'était un modèle qui était très intéressant pour la perception visuelle et proprioceptive de nos étudiants, que c'était moins cher que la réalité virtuelle. Par contre, il y a une question qui se pose, c'est bien sûr le déchet qui est produit au cours de ces différentes simulations, parce qu'une maquette que vous allez forer et sur laquelle vous allez faire des reconstructions, vous ne pouvez pas l'utiliser plusieurs fois. Par la suite, se sont développés des simulateurs de réalité virtuelle dont l'objectif est de remplacer des afférences physiques que vous pouvez avoir sur les simulateurs synthétiques par des afférences générées par un ordinateur et qui sont transmises par des interfaces. Donc on a vu des lunettes, ça peut être un écran, ça peut être une application smartphone. Ces différents simulateurs sont très nombreux, il y en a avec des retours haptiques, il y en a qui sont en réalité immersive, il y a de la simulation qui est purement mentale. Tout ça pour dire que ces différents systèmes pour former les étudiants doivent à la fois être évalués mais aussi validés de manière à pouvoir établir des projets d'échéance de formation avec des validations des acquis. Alors comment on va faire pour valider ces différents outils? Il y a une première phase qui est la phase validity où l'objectif c'est de soumettre ces différents simulateurs à un comité d'experts qui va nous dire s'ils estiment par des systèmes d'échelle si le simulateur est proche des conditions réelles. Dans un second temps, on va avoir la construct validity qui consiste à savoir si le simulateur est capable de distinguer des niveaux de performance, puisque le problème de fond, c'est de faire du débriefing de manière à ce que l'étudiant arrive au niveau de performance de l'expert. Puis ensuite, vous allez faire des études qui sont de transfer validity, où l'objectif de nos études, c'est de valider que le simulateur va nous permettre d'acquérir des compétences techniques, soit en conditions de simulateur synthétique, soit en conditions chirurgicales ou sur sujet anatomique. Alors voilà ce qu'on sait actuellement et ce qu'on avait réalisé depuis quelques années. On a travaillé avec Paul Valbron et l'équipe de Nancy dans toute la France où on a acquis des données, on a fait circuler les simulateurs et on sait que ces simulateurs nous permettent d'acquérir des compétences chirurgicales pour améliorer les performances de nos étudiants.
On a aussi réalisé cela pour l'acquisition des compétences techniques en ménisectomie et en suture de coiffe des rotateurs. On sait désormais que ces outils nous permettent d'acquérir des très bonnes compétences pour ces étudiants. Actuellement, on a réussi à extraire des données de Metrix qui nous permettent de calculer différentes variables pour améliorer la performance d'analyse des performances des étudiants. Et donc, on va aller mesurer de la souplesse du geste, de l'accélération, de la saccade, du volume de déplacement. Et l'objectif, c'est à la fois d'améliorer le débriefing du simulateur, mais aussi, nous, dans notre pratique, d'identifier différentes variables pour améliorer la qualité de notre formation et de nos gestes. Actuellement, on est en cours d'évaluation sur un simulateur qui a été développé par Romain Seil et Caroline Mouton, où on travaille ensemble pour valider par les différentes étapes que je vous ai montrées les différents systèmes de simulation de suture méniscale. Et la problématique, c'est le croisé antérieur, puisque vous avez vu que dans ce congrès, c'est le sujet numéro 1. Actuellement, la simulation sur réalité virtuelle est prometteuse, mais n'est pas encore tout à fait très satisfaisante pour vraiment former nos étudiants à cette technique. En conclusion, la simulation, on voit que on va pouvoir former sans doute de manière très pertinente nos étudiants, mais on n'a pas encore tout à fait bien réussi à identifier les différentes choses qui vont nous permettre de former les étudiants sur le croisé antérieur. Ça nous permet d'accumuler de la donnée pour mieux comprendre comment il faut apprendre ces différents éléments. Et l'autre problématique, c'est bien sûr la notion de feedback, puisque ces simulateurs de réalité virtuelle ne fonctionnent que si vous avez des enseignants et des gens qui vont pouvoir débriefer avec les étudiants, et ce qui pose la question aussi de former là aussi les enseignants à ces différents outils. Je vous remercie.